Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons pour la deuxième et dernière partie du chapitre H5, qui est également le dernier de l'année. Donc, dans la première partie, nous avons vu qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, le modèle politique de la monarchie absolue triomphait en France, c'est-à-dire un modèle selon lequel le roi, qui hérite de son pouvoir par son père, a alors tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Nous avions également vu que la société française s'organisait selon une société d'ordre, c'est-à-dire que la population était divisée en trois, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Cette société étant profondément inégalitaire puisque le clergé et la noblesse, qui représentent à eux deux 3% de la population seulement, ont d'importants privilèges alors que le tiers-état, lui, n'en a aucun. Donc dans ce grand 2, nous allons voir que ce modèle de monarchie absolue va être de plus en plus contesté et sera même en crise au XVIIIe siècle. Première sous-partie de ce grand 2, nous allons étudier les philosophes des Lumières et leur remise en cause de l'ordre politique, c'est-à-dire de cette monarchie absolue, et de cet ordre social de société d'ordre. Les Lumières vont, au XVIIIe siècle, remettre en question et critiquer cet ordre établi en France. Les philosophes des Lumières sont nombreux, nous allons en citer quelques-uns. Donc nous avons Montesquieu ici, Rousseau, Diderot ou encore Voltaire. Pour ces philosophes, pour que l'humanité progresse, il faut que les libertés soient entières, que les hommes s'instruisent pleinement et fassent preuve de raison. Alors vous pouvez retrouver chez eux certains éléments déjà développés par les humanistes du XVIe siècle. La grande différence avec nos philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, c'est que les philosophes des Lumières ont une rupture bien plus importante avec la religion que n'avaient les humanistes. On va donc se demander quelles sont les critiques formulées à l'encontre de l'ordre politique et social français par les Lumières. Première critique, on va lire un petit extrait, pas tout le texte, vous pouvez mettre pause pour lire davantage, de Montesquieu, donc l'une des Lumières, issue de l'Esprit des lois, publié en 1748. Alors, lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Que demande Montesquieu? Montesquieu demande tout simplement une séparation des pouvoirs. Pour lui, en effet, si le même homme dispose des trois pouvoirs, il y a tyrannie, il y a absence de liberté pour la population, puisque c'est la même personne qui fait les lois, qui les applique et qui juge les personnes possiblement condamnées. Par voie de conséquence, Montesquieu demande cette séparation des pouvoirs. Il n'est pas contre la monarchie, il n'est pas contre le fait qu'un roi gouverne, par contre il souhaite que les pouvoirs de ce roi soient limités. Ici, Montesquieu s'appuie sur ce qui se passe en Angleterre. En effet, en Angleterre, un siècle plus tôt, dès la moitié du XVIIe siècle, deux révolutions ont éclaté, justement parce que les rois anglais prenaient un peu trop modèle sur la France de Louis XIV et cette monarchie absolue et souhaitaient de fait asseoir un pouvoir absolu également. En Angleterre, il y aura donc deux révolutions qui vont renverser des rois successifs pour aboutir à une monarchie limitée. C'est-à-dire que le roi en Angleterre, dès la fin du XVIIe siècle, aura un pouvoir limité par une constitution, le Bill of Rights, qui existe toujours, une constitution qui va permettre au roi de n'avoir qu'un seul type de pouvoir et les autres pouvoirs sont séparés. Donc il y aura des députés, etc. en Angleterre. Pour cela, les Anglais ont, un siècle plus tôt que la France, coupé la tête de leur roi. Donc, comme vous le savez, en France, Louis XVI aura la tête coupée. Les Anglais l'ont fait également 100 ans plus tôt. Autre texte, un texte issu de l'encyclopédie de Diderot, qui date donc, qui a été publié au fur et à mesure entre 1751 et 1772. On va lire une petite partie. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison.
La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent. Ici, il critique très clairement le pouvoir de commandement absolu du roi et il demande donc des libertés pour les populations. Je vous rappelle que Diderot va notamment pour ses critiques être enfermé dans la prison de la Bastille parce qu'il n'a pas le droit justement de s'exprimer ainsi. Pour les Lumières, il est important que les hommes aient une totale liberté d'expression. Les Lumières défendent également une suppression des privilèges et l'égalité de tous devant la justice. Je vous rappelle qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution de 1789, les hommes ne sont pas égaux devant la justice. Clergé, noblesse et tiers état n'ont par exemple pas les mêmes condamnations pour le même crime. Alors, on va prendre un exemple pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qui se passe. Nous sommes en octobre 1761. Dans une France où l'intolérance religieuse est légion. Je vous rappelle qu'il y a eu une scission entre les protestants et les catholiques au sein de la chrétienté et que les protestants, très minoritaires en France, sont rejetés par une grande partie de la population catholique, très intolérante. Donc, en octobre 1761, à Toulouse, un riche marchand de tissus, Jean Calas, rentre dans sa boutique vers 22 heures et, dans l'entrebâillement de la porte qui mène de son arrière-boutique à sa boutique, il découvre le corps de son fils Marc-Antoine pendu. Jean Calas part donc à la police déclarer la mort de son fils et est auditionné par la police pour cette mort, pour comprendre que s'est-il passé. Jean Calas, donc je vous le rappelle, protestant, dit tout d'abord que son fils a été assassiné par quelqu'un dont il ignore le nom et qu'il aurait donc assassiné et installé ici dans la boutique pendue. Puis finalement, 3 jours plus tard, Jean Calas dit que non. En réalité, il a menti, son fils n'a pas été assassiné, son fils s'est suicidé. Et il n'a pas dit la vérité dès le début, il a dit que son fils avait été assassiné pour éviter au corps de son fils de subir ce qui était destiné aux suicidés. Alors, c'est la réalité, c'est véritablement ce qui s'est passé, c'est ce que Jean Calas a fait. Je vous explique un petit peu pour que vous compreniez. À l'époque, je vous rappelle, on est dans une France particulièrement chrétienne. Le fait de se suicider était donc vu comme un blasphème, comme un outrage au plus haut point, puisque vous décidiez vous-même de la fin de votre vie et pas Dieu, qui était censé être le seul à pouvoir décider de cela. Par conséquent, lorsqu'il y avait un suicidé, on prenait le corps de ce suicidé et on faisait tirer le corps par des chevaux, le visage face contre terre. Le corps était donc tiré ainsi, la foule tout autour scandait évidemment des insultes, puis le corps était jeté aux ordures. Donc en fait, Jean Calas, lorsqu'il découvre le corps de son fils pendu, au lieu de dire au policier dans un premier temps « oui, mon fils s'est suicidé », pour lui éviter ce supplice, il décide de dire qu'il a été assassiné. Puis il revient évidemment sur sa première version en disant « non, mon fils s'est pendu », ce qui est la réalité. Et en fait là, après ce retournement de situation, la police du coup est très suspecte à l'encontre de Jean Calas et va interroger le voisinage de Jean Calas. Et là, le voisinage de Jean Calas, qui a une profonde aversion pour les protestants, va dire que Jean Calas est bel et bien coupable. Il aurait tué son fils Marc-Antoine parce que Marc-Antoine souhaitait se convertir et devenir catholique, alors qu'eux étaient protestants au départ, je vous rappelle. On va considérer que Jean Calas est coupable, qu'il a tué son fils parce que son fils voulait devenir catholique. Il est condamné au supplice de la roue que vous avez illustré juste ici. Alors qu'est-ce que le supplice de la roue? En fait, vous avez un corps qui est mis sur une roue, qui est roué du coup, qu'on tourne. En même temps, on frappe le corps et selon la résistance du condamné, il peut mourir en quelques heures ou en plusieurs jours. Ici, le Parlement de Toulouse va décider de rouer Calas pendant 2 heures sur cette roue. Sur la place Saint-Georges, je vous ai mis aujourd'hui la place Saint-Georges. Si vous allez un jour à Toulouse, aujourd'hui c'est une place super sympathique avec des cafés, des bars, etc. À l'époque, c'était là où on accomplissait donc ce supplice. Donc le Parlement de Toulouse décide de le mettre sur la roue pendant 2 heures, puis après on l'étrangle et son corps est ensuite brûlé. C'est donc ce qui va se passer au début de l'année 1762. Jean Calas est ainsi condamné à mort au supplice de la roue, puis étranglé et enfin brûlé. La famille de Jean Calas est persuadée
sait pertinemment que Jean Calas n'est pas coupable, qu'il n'a pas tué son fils. La famille de Jean Calas décide alors de partir en Suisse à rencontrer Voltaire, qui est exilé là-bas. Et Voltaire va, après suspicion, au départ il croit véritablement que Jean Calas est coupable, va être persuadé de l'innocence de Jean Calas en réalité, et va décider en 1763 de sortir un ouvrage, de publier un ouvrage qui s'appelle Traité sur la tolérance, dans lequel il prône la tolérance, comme le nom de l'ouvrage l'indique. Il considère, il rappelle aux Français que chaque homme est similaire, que l'on ne doit pas juger quelqu'un sous prétexte qu'il est protestant, qu'il est catholique ou autre, que tout le monde doit être mis sur un pied d'égalité absolue, notamment face à la justice. Grâce à l'implication de Voltaire, que vous voyez qui est très importante pour Jean Calas, la famille de Jean Calas va être reçue à Versailles par le roi de l'époque qui est Louis XV, et la cour royale reviendra sur le procès de Jean Calas et décidera de le reconnaître innocent. Évidemment, Jean Calas, entre deux, est mort. Mais le but de la révision de ce procès pour la famille Calas est évidemment d'honorer la mémoire de leur père et Marie pour la femme de Jean Calas. Vous le voyez, les Lumières n'ont pas hésité à s'impliquer pleinement pour leurs idéaux. En effet, ils demandent la liberté d'expression, par exemple. Diderot sera notamment enfermé à la prison de la Bastille pour cela. Il demande la séparation des pouvoirs, pas de monarchie absolue. Et enfin, il demande également la suppression des privilèges et une égalité de tous devant la justice. Les idées des Lumières vont progressivement se diffuser à travers toute l'Europe, notamment par le biais d'ouvrages majeurs comme l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Néanmoins, cette diffusion, si elle est certaine, il convient de souligner qu'elle est limitée. En effet, les idées des Lumières se diffusent principalement par écrit, et à l'époque, une grande partie de la population est encore analphabète. Par conséquent, les idéaux des Lumières vont principalement atteindre les élites les plus cultivées. Deuxième sous-partie de ce grand 2, donc la France, en plus de connaître une remise en cause de ce modèle de monarchie absolue de société d'ordre grâce aux philosophes des Lumières, va également être confrontée à partir des années 1780 à une profonde crise économique, sociale et politique qui va profondément toucher la monarchie absolue. Nous sommes donc dans les années 1780. L'État français est au bord de la faillite. Pourquoi ? Tout simplement car ses dépenses sont plus importantes que ses recettes. Autrement dit, l'État français dépense plus d'argent qu'il n'en fait rentrer. L'une des raisons qui explique que l'État français est au bord de la faillite au début des années 80, c'est qu'au cours des années 1770, la France a aidé les États-Unis d'Amérique à devenir indépendants. Je vous le rappelle, au départ, il y a 13 colonies aux États-Unis, juste ici. Ce sont des colonies britanniques, anglaises, le drapeau est alors celui-ci. Puis les habitants des colonies anglaises en Amérique vont demander leur indépendance et la France va en fait les aider à obtenir cette indépendance. Alors, ce qui est très drôle et paradoxal, c'est que la France est sous monarchie absolue et qu'en fait, lorsque la France va aider et va envoyer des militaires, des armes en Amérique pour aider nos Américains à obtenir leur indépendance face à la couronne britannique. Les arguments avancés par la France ne sont autres que nous devons aider un peuple à obtenir sa liberté, etc. La monarchie absolue triomphe en France et il n'y a pas véritablement de liberté. Donc c'est assez paradoxal. En réalité, la France est en rivalité certaine avec l'Angleterre, donc c'est une manière aussi d'affaiblir l'Angleterre que lui retirer ses 13 colonies d'Amérique. Cette guerre en Amérique va coûter excessivement cher à la France. Je vous rappelle qu'à l'époque, les distances sont encore plus importantes qu'aujourd'hui, dans le sens où les moyens de locomotion sont bien moins développés qu'actuellement, et donc envoyer des milliers d'hommes à l'autre bout du monde coûte une fortune à la France, qui explique notamment pourquoi la France est au bord de la faillite. Et en plus de cela, dans les années 1780, malheureusement, il va y avoir de nombreuses intempéries. C'est-à-dire qu'on va avoir des hivers très importants, des grosses gelées, on va également avoir de grandes pluies, la sécheresse, tout va se juxtaposer ainsi, des intempéries à tout va. De fait, s'il y a des intempéries nombreuses, évidemment, les récoltes seront mauvaises. Ce qui va nécessairement engendrer une hausse des prix des produits alimentaires. En effet, par exemple, si les récoltes de blé sont mauvaises parce qu'il a gelé, par exemple, cette hausse des produits alimentaires va générer une forme de disette. Les gens vont manquer d'argent, n'auront pas suffisamment les moyens pour s'acheter de quoi manger. Ils vont donc manquer de nourriture. De fait, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter de quoi manger, autant vous dire que vous n'achetez pas d'autres produits, comme par exemple du papier. Par conséquent, évidemment, le nombre d'achats de produits manufacturés ne va cesser de diminuer. De fait, évidemment,
Puisque vous achetez moins, par exemple, de papier, les papeteries vont licencier certains de leurs employés, ce qui va de fait générer une situation de chômage et de pauvreté. Nous sommes dans les années 1780, donc face à une France qui a un État au bord de la faillite et qui en plus vit une situation de crise économique généralisée. La société se porte très mal. Par voie de conséquence, les contestations augmentent. Évidemment, si vous avez faim, que vous êtes confronté au chômage et à la pauvreté, vous vous révoltez. Et alors partout, en ville comme dans les campagnes, des révoltes vont éclater. Dans ce contexte de crise économique généralisée, d'État français au bord de la faillite, de révoltes nombreuses à travers les campagnes et les villes, le roi, qui n'est autre que Louis XVI, qui est roi depuis 1774, vous en apprendrez davantage sur lui l'année prochaine, va décider de réformer. Il souhaite réformer le pays pour trouver de l'argent notamment pour permettre au pays de se relever. Il va donc s'appuyer sur de nombreux ministres qui sont éclairés, c'est-à-dire qui sont sensibles aux idées des Lumières. Par exemple, en 1787, son ministre des Finances, que vous voyez juste ici, qui s'appelle Calonne, va proposer à Louis XVI de modifier un élément très important. Il va dire à Louis XVI, supprimons les privilèges économiques. Autrement dit, puisque nous avons besoin d'argent, allons chercher l'argent où il est et instaurons donc des impôts pour le clergé et la noblesse qui jusqu'alors n'en payaient pas puisque seul le tiers-État payait ses impôts. Évidemment, le clergé et la noblesse vont farouchement s'opposer à toutes les réformes proposées par les ministres à Louis XVI. Louis XVI est donc dans une impasse politique, il ne parvient pas à réformer le pays. Il est dans l'obligation de convoquer une institution qui n'a pas été réunie depuis 1614. Il décide donc, au mois de mai 1789, de réunir les États généraux, c'est-à-dire des représentants élus par le peuple entier, par toute la France, des trois ordres, donc des députés du clergé, des députés de la noblesse et des députés du tiers-État, qui vont alors se rejoindre à Versailles pour le conseiller et proposer des solutions aux problèmes que connaît alors le royaume de France. Les États généraux du royaume s'ouvriront le 5 mai 1789 et quelques jours plus tard, la Révolution française se déclenchera. Mais je ne vous en dis pas davantage, vous verrez tout ça l'année prochaine, premier chapitre d'histoire de première. Nous avons donc terminé ces vidéos, ces cours à distance pour l'année. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous le redirai par mail, mais de merveilleuses vacances, reposez-vous bien et à l'année prochaine.